si vous voulez, donc on a fait un peu le tour d'un certain nombre de difficultés qui se posent au niveau de la formation effectivement, moi je me préoccupe beaucoup de la santé mentale des élèves en astrologie. C'est-à-dire que je pense que les gens, parfois, vous savez, moi j'appelle ça, moi j'ai ma propre psychanalyse, j'appelle ça le bon et le mauvais surmoi. Parce que si vous voulez, les gens, quand on leur dit dès le départ, ne cherchez pas à comprendre, à un moment donné, ils démissionnent. C'est-à-dire que si on leur dit, voilà, c'est comme ça que c'est comme ça, quelque part, il y a une sorte de renonciation à comprendre ce qui se dit. Et souvent, j'ai remarqué qu'au bout d'un certain moment, les étudiants perdent un certain esprit critique. Ils apprennent ce qu'il en est, et puis voilà, ils vont poser de moins en moins de questions. C'est comme un enfant. Moi, je compare souvent l'étudiant à un enfant. C'est un enfant, bon, soit on le laisse trouver par lui-même un certain nombre de choses, soit, chaque fois qu'il propose quelque chose, c'est pas ça, alors à un moment donné, il se décourage, et puis il finit par ne prendre que ce qu'on lui donne, et puis sans trop plus chercher à comprendre ce qu'il en est. Voyez-vous. Une sorte de découragement intellectuel qui peut être provoqué. Oui, on peut effectivement avoir des groupes plus passifs que d'autres, mais on a aussi des groupes, pour faire allusion à Agapé, des groupes qui sont très, très mobiles, très intéressés, et aussi avec un véritable esprit critique. Non, le fait... alors, rappelez-moi, le début de la question, c'était... Le début de la question, c'était de ne pas décourager la volonté de comprendre des élèves. Des élèves, oui. Et de ne pas endormir leur esprit critique. Bien sûr, bien sûr. Et je crois que malheureusement, beaucoup de ceux qui transmettent l'astrologie, eux-mêmes ne comprennent pas toujours ce qu'ils transmettent. Le message qu'ils transmettent. Et donc, ils seraient bien en peine de pouvoir expliquer... Et c'est là que l'histoire de l'astrologie joue un rôle, à mon avis, un petit peu ambigu. Parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est ancien pour que ce soit vrai, pour que ce soit cohérent. Il ne suffit pas de dire, ah mais vous savez, c'est déjà dans un bouquin, à telle époque. Ah bon, d'accord. Non, mais je veux dire que à mon avis, c'est un peu la voie qui s'ouvre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en faute de pouvoir expliquer, on dit, au moins c'est ancien, et regardez, même c'est écrit dans une autre langue, je ne sais pas quoi, et voilà. Et ça, c'est une pseudo-explication, mais qui a l'avantage de dire, voilà, voyez où c'est du réel, puisque c'est du réel, c'est-à-dire que on joue un peu sur les mots, c'est-à-dire c'est du réel parce que les textes existent, c'est-à-dire on peut les toucher, on peut les lire, et on a l'impression que quelque part, l'effort qu'on va faire à prendre connaissance de cette littérature va prendre la place d'un véritable travail intellectuel. Critique et approche. Alors, bien sûr, au départ, vous avez forcément des élèves qui absorbent des choses et qui commencent... ce savoir commence à se décanter au fil des mois et au fil des années. Donc, ça n'empêche pas l'esprit critique et ça, la façon dont, effectivement, ça dépend de l'astrologue qui enseigne, mais bon, il est censé enseigner des choses qu'il comprend pour être clair avec ses élèves, en principe. Et, du moins des choses de la façon dont il les comprend. Disons. De la façon dont il les comprend, bien sûr. Et bien sûr, c'est tout le problème de la relation du maître et du discours enrichissant du maître par rapport aux élèves. On a quand même l'impression, si vous voulez, qu'au fond, c'est un peu comme le client et l'élève sont un petit peu laissés à eux-mêmes, en fin de compte, quelque part. C'est-à-dire dans le sens où, voilà, je vous dis un certain nombre de choses, et puis vous... Enfants, ça dépend pas à leur dimension d'enfant. Non, mais c'est-à-dire qu'on leur donne un certain nombre de choses, que ce soit dans l'enseignement... et d'ailleurs, si j'étais méchant, je dirais... l'astrologue aussi, quand il dit des choses à quelqu'un, il ne sait pas nécessairement exactement de quoi il parle, puisqu'il ne connaît pas la personne. Donc il a des dessins qu'il va décrypter, mais je veux dire qu'il ne sait pas exactement. Quand vous interprétez un thème, vous ne savez pas comme si vous racontiez ce que vous avez fait la veille chez. Voilà. Bon. Donc c'est pas le même niveau de réalité. Donc quelque part, il y a une espèce d'irréalité de l'astrologie au niveau de la consultation. C'est-à-dire que l'astrologue, lui, il a un dessin, il a des schémas, et puis il va les traduire d'une certaine manière, en espérant que quelque part ça fasse sens pour la personne à qui il parle. C'est le but, oui. Donc c'est la personne qui va recevoir tout ça, qui va devoir
donner de la chair à ce qu'il dit quelque part, et on a l'impression que pour l'enseignement c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'enseignant enseigne quelque chose dont il ne connaît pas forcément non plus les tenants et les aboutissants, et il dit, bon, bah, écoutez, l'important c'est que vous y retrouviez à votre façon, vous élèves, vous retrouvez à votre façon, et voilà, vous voyez, dans les deux cas, il y a une sorte de lâcher prise en disant, bon voilà, bah, écoutez, moi, de toute façon, je ne maîtrise pas tout à fait ce que je dis, pour toutes sortes de raisons, eh bien vous, l'important c'est que vous arriviez à ce que ça sédimente, que ça sédimente quelque chose en vous, et puis que ça devienne ce que ça deviendra. C'est quand même particulier comme processus. Cette façon de laisser à l'autre, en fin de compte, la responsabilité de retenir ce qui fait sens pour lui. C'est-à-dire que c'est pas ce qui est en amont qui est important, c'est ce qui est en aval. C'est-à-dire que c'est pas tellement l'émetteur qui compte, c'est le récepteur. L'émetteur, bon, bah, il fait ce qu'il peut, il transmet des choses, mais il transmet pas dans le sens où je suis la source qui transmet, mais plutôt j'ai reçu quelque chose d'un côté, je le transmets à l'autre, et puis ça passe par moi, mais bon, sans plus. C'est pas une transmission originelle, si vous voulez. Et donc là, c'est un passage, un passeur. On dit que parfois l'astro est un passeur. Et cette démarche du passeur, elle est quand même assez particulière. Je crois qu'il faut l'expliciter. C'est-à-dire qu'effectivement, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas, il faudrait au moins l'expliciter. C'est-à-dire effectivement, c'est quelqu'un qui ne sait pas d'où ça vient et il ne sait pas non plus où ça va. Je ne sais pas si c'est une définition qu'on accepterait tellement à l'agapé. Je ne suis pas sûre, mais moi, je la vois que moi, en tant qu'observateur critique, j'ai l'impression quand même qu'il y a un lâcher prise aux deux niveaux. Lâcher prise au niveau de bon, ce que je reçois, c'est quand même assez, c'est quand même un petit peu comme ça virtuel, c'est pas toujours évident. Et puis, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je ne fais que le transmettre. Et puis là, en fin de course, il y aura quand même quelqu'un qui va lui donner quelque chose, une forme. Une forme, une consistance. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Et à mon avis, c'est assez rassurant. Parce que moi, je pense qu'il ne faut pas stresser les étudiants en astrologie. Moi, j'ai formé pas mal de monde, quand même, paradoxalement. Je ne suis pas astrologue, mais j'ai formé des astrologues, des futurs astrologues. Parce qu'effectivement, je suis un peu comme un metteur en scène qui dirigerait des acteurs, mais qui ne serait pas acteur. Et je pense qu'il y a parfois des risques d'abus. Parce qu'il faudrait jouer ce carte sur table, vous comprenez ? C'est-à-dire que si effectivement, ce qui est transmis, au fond, c'est pas si important que ça, parce que de toute façon, ça va être repris, retravaillé un peu plus en aval. Oui. Pourquoi faudrait-il passer des années à apprendre l'astrologie, voyez-vous ? C'est ça le problème. Et parce que déjà le nombre, la somme d'ingrédients astrologiques est assez, même si nous n'avons que 12 signes, 10 planètes, etc. La consistance astrologique est importante. Il y a une densité de connaissances à absorber, à amalgamer, avant d'en ressortir une essence, un sens en fait. Et on voit bien quand on prépare un thème, la somme d'informations que l'on peut recevoir de ce petit dessin, de cet espace-temps, c'est considérable. Et après, le rôle de l'astrologue ou de l'interprète, c'est de hiérarchiser, c'est de regrouper, c'est de faire passer le message. Mais c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, on ne sait pas à qui on s'adresse. On connaît parfaitement la personne avant qu'elle arrive en consultation, mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas quel est son degré d'évolution. On ne sait pas. C'est un paradoxe, on la connaît parfaitement. On la connaît parfaitement et en fait on ne sait pas qui c'est. Oui, alors ça c'est joliment dit, effectivement. Donc c'est là où commence toute l'approche diplomatique entre l'interprète du thème et la personne qui reçoit. Je parle d'approche diplomatique parce qu'on ne peut pas. On est obligé d'être délicat avec les êtres, on est obligé de les protéger, on ne peut pas se permettre de les déstabiliser. Il faut être très prudent. Du moins, c'est ce que. Oui. C'est mon approche en tout cas.
Oui, et on ne sait pas, c'est très difficile d'évaluer jusqu'à quel point la personne peut entendre ce que l'astrologue a envie de faire passer. Oui. C'est très délicat, c'est très difficile. Mais justement, je reviens un peu sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le problème, si vous voulez, d'ailleurs j'en parle un peu dans ce livre, oui, je viens de passer, le guide astrologue, il y a une partie sur l'enseignement de l'astrologie, je dis quelques vérités à c'est un frère qui comme il y a 11 ans, enfin il y a quand même quelque chose qui a beaucoup d'informations sur les astrologues. Mais le problème, si vous voulez, vous avez employé le mot information. Vous avez dit, il y a des informations. On a énormément d'informations, voilà. Oui, c'est un peu... Mais là, je me mets à la place des élèves en astrologie, ils se disent, j'en ai voulu, parce que moi j'ai créé la faculté libre d'astrologie de Paris en 1975, et elle a fonctionné pendant à peu près 25 ans, jusqu'au début des années 90. En 93, 94. Donc, elle a fonctionné pendant une vingtaine d'années. Et avec beaucoup de professeurs d'astrologie. Mais alors, nous, c'était un peu différent parce que les élèves avaient le choix entre différents professeurs. Ah oui, alors ça, c'est peut-être moins intéressant. Il y avait Catherine Aubier, il y avait Marie Garel, il y avait. D'accord. Il y avait des fameuses. On faisait des réunions préparatoires et puis les gens se répartissaient entre les différents enseignants. Mais que chez nous c'est plus structuré. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas un choix énorme, ils passent par des filières. Oui, c'est mieux d'ailleurs. C'est ce que faisait d'ailleurs le CEFA. Le CEFA, Frégidoué, Paul Colombé, Jean-Pierre Nicolas. Oui. Toutes les semaines il y avait un enseignant différent et on passait de l'un à l'autre. Mais ce que je veux dire c'est que l'information. Moi j'ajoute toujours, j'avais une formule à une époque, je disais l'astrologie est un support de communication plus que d'information. C'est-à-dire que ça va fonder la communication avec le client, mais est-ce qu'elle donne véritablement une information à son sujet? Ça c'est un prétexte, ou même c'est un présupposé. Et surtout ce que je voudrais vous dire, Madame Frézard, c'est que l'élève va dire, je me mets à la place de cet élève, là, qui est en 4e année, ou je ne sais pas combien, et qui va se dire, est-ce que j'en sais assez? Est-ce que je sais assez bien décrypter et utiliser l'information qui est dans le thème? Bon, donc c'est là qu'il y a une ambiguïté, parce qu'en fin de compte, si finalement le travail est essentiellement en aval au niveau, en quelque sorte, une rencontre entre le client et du discours, si vous voulez, au fond, est-ce que l'astrologue joue un rôle si important que ça, finalement, au fond? C'est le même problème qui se pose ailleurs en psychanalyse, c'est-à-dire qu'en fin de compte, est-ce qu'il n'est pas là simplement pour accompagner, pour faire accoucher quelque chose, mais... Il est là pour... oui, c'est ça, pour accompagner. Il peut avoir un rôle complètement essentiel de relier l'homme avec... vous pouvez avoir des gens qui ne viennent vous voir qu'une fois, et cette fois-là peut être essentielle pour la personne, parce que le fait d'avoir été écouté, d'avoir été entendu, d'avoir été décrypté dans son état intérieur du moment aussi, d'avoir été compris avant même de parler d'ailleurs, quand on lui pose son paysage intérieur par exemple, et qu'il est très sensible à cela, parce que ça décrit exactement ses états d'âme du moment, cela peut lui permettre d'être relié. Et généralement les gens qui s'intéressent à l'astrologie ne sont pas contre la science, personne n'est contre la science, c'est pas le propos, mais viennent chercher des réponses auxquelles la science ne peut pas répondre. Et très souvent, vous avez des gens qui sont des scientifiques également, qui viennent consulter en astrologie parce que on leur ouvre d'autres portes. Et vous savez très bien. Oui, mais ce qui me gêne dans votre propos, c'est que vous dites l'astrologue, alors là ça touche à un sujet d'ailleurs tout à fait passionnant, vous dites que l'astrologue va dire des choses justes à la personne. La question est de savoir si cette justesse des choses qui sont dites par l'astrologue à la personne dépendent de son savoir astrologique, ou bien dépendent déjà justement, enfin la notion de justesse me paraît assez compliquée à établir en astrologie, dépend du fait que ça fait sens, ou que la personne veut que ça fasse sens pour elle. Et à ce moment-là, c'est pas du tout le même travail, parce qu'à ce moment-là, si la personne
peut... Si vous voulez, moi j'appelle ça le problème du contre-transfert, voyez-vous. C'est-à-dire que le contre-transfert, ça veut dire, bon, le client pense que l'astrologue travaille d'une certaine manière, pense qu'il fonctionne d'une certaine manière, où il est supposé savoir certaines choses, et en fin de compte, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe réellement. Bon. Et je pense que là, et justement, il ne faudrait pas que les écoles d'astrologie fonctionnent trop dans le contre-transfert, en disant les clients pensent que l'astrologue est capable de faire ceci, eh bien, il doit en être capable. Non, non, pas du tout. Le client prête à l'astrologue des pouvoirs qu'il n'a pas forcément, d'ailleurs. Et donc c'est là où le contre-transfert s'installe. Il est en position d'enfant quelque part. Il est démuni face à une personne censée tout savoir sur lui. Donc il y a déjà un jeu de pouvoir qui s'installe, qui est très très dangereux quelque part. Et qui va faire qu'il va essayer de comprendre au maximum, il va essayer de donner du sens, de la vérité au maximum à ce que l'astrologue va transmettre. Bon, donc l'astrologue, du moment qu'il est déjà chargé d'Aura, oui, tout à fait. Il y a déjà une partie du travail qui est faite. C'est-à-dire que le sens qui va être donné, c'est comme si je vous disais, par exemple, voilà, Nietzsche a dit telle phrase, n'importe quoi, vous allez vous dire, ah mais ça doit être très profond ce qu'il a dû dire, etc. Donc, à partir du moment où les gens sont... on a l'impression, alors on leur donne toutes les preuves, on leur dit voilà, j'ai dressé votre thème astral, et puis bon, l'astrologie, vous comprenez, c'est quelque chose qui est extrêmement bien, donc forcément, ça va pas, c'est un peu comme la pitié, vous savez, qui rendait une formule, et puis alors on la reprenait dans tous les sens, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire, etc. Et donc finalement, moi je crois quand même que, je ne dis pas que l'être humain est une pâte à modeler, mais que sa faculté de puiser en lui-même diverses grilles, il a lui-même plusieurs grilles de lecture qui peuvent correspondre à ce qu'il était. Hier, j'étais en train de discuter dans un entretien avec monsieur Rébillard, vous savez peut-être, Jean-Pierre Rébillard, qui organisait les journées à la librairie Astre. Oui. Je connais un peu tout le monde en astrologie. Et on disait que, bon, lui, il était tout fier parce qu'il avait inventé un système qui s'appelle le spéculum, qui permet que les gens se retrouvent dans un autre signe que celui de leur naissance. Bon. Alors, on commence la discussion là-dessus. D'ailleurs, ça va passer sur Téléprovidence. Alors, moi, j'ai commencé à dire, alors finalement... Il marche avec les signes équinoxiaux, je crois, non? Oui, enfin non, c'est pas tout à fait ça. C'est les antis. Ah oui, les antis. Alors, c'est les antis. Donc, vous êtes du lion, mais en fait, compte, vous êtes du scorpion. Ou bien vous êtes ceci, vous êtes du cancer. Bon. Alors, je disais, c'est très bien, mais... alors, je disais, il y a eu d'autres exemples. Bon, par exemple, quand vous dites, je suis lion, mais je suis l'ascendant scorpion. Là aussi. Donc là, ça veut dire que on vous force à sortir de votre signe tout court. Donc on vous amène à vous trouver ailleurs que dans le signe de point de départ. Ou bien les astro-sidéralistes qui vous disaient non, vous n'êtes pas scorpion, vous êtes d'avant ou d'après, etc. Oui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on s'aperçoit que les gens peuvent s'identifier à un très grand nombre de signes zodiacaux, en fait. Bon, oui, bien sûr. Il suffit de les mettre en condition. Vous prenez quelqu'un, vous le convainquez qu'il est quand même qu'il a du Gémeaux ou qu'il a du Scorpion, et il va trouver quelque chose de cet ordre-là, même si, Et d'ailleurs, ça peut être très très choquant pour les gens qui se sont trompés d'heure de naissance de s'apercevoir au bout de 20 ans qu'ils ne sont pas ascendant Lion ou qu'ils sont ascendant Vierge, par exemple. Oui, et en même temps, ça marchait quand même. C'est ça qui. C'est pour ça que je vous dis. Parce que les planètes sont plus importantes que les signes pour nous. Oui, mais les positions planétaires, les aspects, comme vous disiez. Ça ne. Oui. Le zodiaque est en quelque sorte, pour l'astrologie planétaire que nous pratiquons en tout cas à Gavé, est une toile de fond. Oui, d'accord. Et donc est moins essentielle peut-être que les positions que les cycles planétaires. Ah oui, d'accord. Oui, peut-être. Oui. Mais bon, néanmoins. Mais c'est troublant. Néanmoins, si vous voulez, il y a même dans la question des. Quand on est dans ce cas. Alors moi, ça va être l'occasion pour nous de parler un petit peu des techniques prévisionnelles. La prévision, ça nous montre aussi que nous changeons. Que nous évoluons. Donc que nous ne sommes pas toujours la même personne tout à fait. Donc voyez-vous, là aussi, donc par conséquent, si au moins on me décrit moi à un moment X, à un moment X précis, je suis peut-être que cela, mais si je reviens un petit peu en arrière, je sais aussi autre chose. Et à force, je peux être beaucoup de choses, vous comprenez? Donc, si vous voulez, on a dans notre mémoire d'état d'expérience, d'état de stade,
et des tas de phases qui font que là aussi, c'est difficile de dire des choses complètement fausses, si vous voulez. C'est difficile de dire à quelqu'un des choses qui sont totalement fausses parce que bon, s'il est très mal disposé, s'il est vraiment, il a vraiment envie de vous embêter, il va résister. Et surtout s'il est astrologue en plus, parce que lui, il va vouloir vous démontrer que sa méthode est la bonne. Mais si c'est quelqu'un comme ça qui n'a pas d'action dans l'astrologie, si on peut dire, il va se prêter à cela, vous comprenez. Donc, moi par exemple, si vous me dites à un moment donné, vous avez une vie, moi je veux dire, vous pourriez me dire n'importe quoi sur moi, ce ne serait pas forcément faux, vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ou du moins ça aura pu être vrai à un moment donné. Bien sûr. Bon, c'est peut-être pas vrai en ce moment, oui, mais donc il suffit d'élargir légèrement le prisme de l'identité pour finalement ne jamais être complètement à côté de la plaque. Et je rajouterai, encore un peu d'inprovocation, j'ajouterai que les gens, ils ne détestent pas qu'on leur dise des choses qu'on ne leur dit pas d'habitude. Tout à fait. alors par conséquent... Vous êtes la première à me le dire. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, Madame Frézard, que moi j'ai tendance à décontracter et à dédramatiser la consultation en leur disant, de toute façon, vous ne risquez pas beaucoup de vous tromper. Oui. Vous comprenez? Oui. Et donc, si vous ne risquez pas beaucoup de vous tromper, là où vous pouvez vous tromper, c'est dans la qualité, comme vous dites vous-même, c'est la qualité de la relation avec le client. Oui, tout à fait. Mais dans ce que vous commencez à apporter au départ, oui. Du moment qu'après vous gérez cela, c'est pas si difficile, il n'y a pas d'enjeu si important au départ, parce que finalement ce que vous mettez, vous commencez comme ça, vous commencez à partir de quelque chose, et c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on ne passe pas beaucoup de temps à s'assurer qu'on a bien compris, que l'astrologue a bien compris, qu'il a bien assimilé sa leçon, qu'il a bien assimilé les règles de l'astrologie, si pour en arriver finalement à une situation relationnelle qui est extrêmement polyvalente, polymorphique, protéiforme, et qui finalement, du moment que la personne se prête à cette rencontre en face de vous, il n'y a pas tellement de problèmes. Pensez-vous quand même qu'il est quand même très important, enfin nos étudiants sont... on leur fait passer des examens, on les surveille de près, ils font des travaux pratiques. Nous partons du principe que l'enseignement de l'astrologie, enfin la façon dont nous la pratiquons, est importante et que pour arriver à faire des consultations qui donnent sens, dans lesquelles on ne va pas dépasser certaines limites, il est important d'abord que l'astrologue connaisse bien sa technique, que l'astrologue connaisse sa technique, qu'il la maîtrise quelque part, et que partant de là, il puisse ouvrir à autre chose et qu'effectivement la technique devient moins importante dans le cadre de la consultation, mais qu'il l'ait engrammée, qu'il la maîtrise relativement bien. Ça me semble fondamental. C'était pas, avant d'en arriver à l'échange de la consultation. Parce que c'est une sorte de maîtrise sur les règles astrologiques qui me semble quand même essentielle. À supposer que les règles ne soient pas toujours remises en question, mais elles ne le sont pas, d'une façon, pas toutes. Écoutez, bon, puisque nous discutons là-dessus, c'est un vrai colloque, mais c'est bien. Moi, je dois reconnaître que je suis un petit peu soit à l'avant-garde, soit un petit peu décalé. Effectivement, la technique... moi, je vais vous dire une chose assez désagréable. Je pense qu'effectivement, d'abord, pour moi, je crois que vous serez d'accord avec moi là-dessus, je fais une petite parenthèse, que l'astrologie, à quoi sert l'astrologie? Elle sert, bon, par exemple, des gens qui ont appris l'astrologie, ça leur donne un bagage. Oui. Bon, ça leur donne un bagage, ça leur donne un discours. On rencontre souvent cela chez des gens, par exemple, qui sont dans des sectes, etc. Enfin, dire tout d'un coup, du jour au lendemain, vous apercevez des gens qui ont tout un message à vous transmettre. Oui. Avant, ils n'avaient rien à dire, tout d'un coup, ils ont des choses à nous dire, ils nous répètent des choses extraordinairement importantes. Donc, ils ont une satisfaction de s'être remplis de quelque chose à transmettre. Bon, ça, c'est du côté de l'astrologue qui a des choses à dire. Alors, maintenant, du côté du client, le fait qu'il ait un thème astral, c'est déjà un enrichissement.
la question n'est même pas de savoir ce qu'il y a dans ce thème. Et tout d'un coup, c'est comme quelqu'un qui découvre qu'il a une vie antérieure. C'est des perspectives qui sont enrichissantes. On se dit, je croyais que j'avais pas de vie antérieure, maintenant on m'apprend que j'ai des vies antérieures. Je croyais que mon moi c'était une sorte d'abstraction comme ça, une sorte d'artefact. Tout d'un coup, on me le montre sur une feuille de papier, une sorte de radioscopie. Donc quelque part, ça donne du contenu. Ça donne du contenu, et en plus, il y a des gens qui, carrément, quand vous leur demandez qui êtes-vous, ils vous répondent désormais, je suis Cancer Lion, je sais pas quoi. Donc, si vous voulez, tout ça, ça donne du contenu. Donc, on a l'impression, enfin, j'exagère, on me reprochera parfois d'être un peu provocateur, mais je veux dire, on a l'impression d'un marché où tout le monde a du contenu. L'astrologue a des choses à dire, le client a des choses à entendre, et à savoir sur lui, et bon, maintenant, si vous voulez, ce que je comprends, effectivement, le thème astral, c'est une trame. D'accord? C'est une trame. Pour l'astrologue, c'est une trame. Ça lui permet d'avoir quelque chose à dire, avoir un discours à tenir. Bon, maintenant, il y a des gens qui ont une... Maintenant, on peut le faire avec les tarots, vous allez dire. Non, bien sûr, mais je veux dire, c'est vrai que si on disait à un astrologue, écoutez, vous dites ce qui vous passe par la tête sur cette personne, et puis on verra bien. Hein, bon, vous dites quelque chose, voilà. Pour certaines personnes, ça c'est bien, c'est possible. Pour d'autres personnes, elles ont besoin d'avoir une sorte de tutelle. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'avoir c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont... Bon, et ça touche... Il y a des personnes qui ont besoin... Donc, par exemple, qu'elles préfèrent lire un texte qu'elles ont appris que d'écrire un texte, par exemple. C'est une question de créativité, ou de différents types de créativité. Oui. La personne dira, oui, c'est vrai, bon, ces textes, je ne l'ai pas écrit, mais je l'ai dit d'une certaine manière, et donc, voilà, c'est important. L'autre personne dit, écoute, ça va, bon, hein, tu n'as pas écrit ton texte, moi, je suis beaucoup mieux que toi, parce que moi, j'ai écrit un texte. Si les Slaves, vous connaissez tout ça. Donc, si vous voulez, il y a des populations qui ont besoin pour communiquer avec l'autre, d'avoir quelque chose à dire, d'avoir un point de départ. Oui. Et d'autres personnes qui n'ont pas trop ce besoin, qui peuvent elles-mêmes secréter quelque chose. Donc il faudrait, vous savez, c'est une vaste question qu'on a posée souvent, c'est quel est le profil type de celui qui vient à l'astrologie, que ce soit comme client ou comme élève. Oui. Et moi je répondrais d'une certaine manière, mais bon, ça n'engage que moi, bien sûr, je répondrais quelque chose, c'est un sentiment de vacuité. De vacuité, c'est-à-dire un sentiment de quelque chose qui me manque. Donc, oui, alors, je le formulerais autrement, je dirais que c'est une quête de sens. Voilà. C'est parce que c'est véritablement cela, oui. C'est ça, voilà. C'est vraiment une quête de sens, et quand on peut arriver à donner sens, que ce soit en étudiant d'ailleurs ou en venant consulter, quand on arrive à donner sens aux événements douloureux ou difficiles, particuliers que vit une personne, et qu'elle en ressort en sortant de l'événement, en étant en retrait par rapport à cela et en comprenant une forme de sens, en comprenant le sens, je pense qu'on a fait notre travail. Oui, mais je reviens toujours à cette fameuse question, à savoir comment forme-t-on des gens pour faire ça? C'est tout le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que c'est vraiment nécessaire est-ce que cet objectif que l'on poursuit, est-ce que véritablement les écoles d'astrologie correspondent à ce qu'il faut pour que justement ça se produise? C'est cette espèce de décalage, mais qui n'est pas qui se comprend très bien. Tout à l'heure on disait, mais malgré tout l'astrologie, c'est toujours un peu une espèce de dilemme. C'est-à-dire que l'astrologie est une pratique, elle se vérifie dans la pratique, se vérifie dans la communication, et en même temps c'est un savoir qui a une histoire, oui, qui véhicule un enseignement, qui véhicule une vision du monde, et il y a une sorte de hiatus entre les deux, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se demande s'il n'y a pas une sorte de décalage. C'est-à-dire que... bon, moi je pense qu'on devrait essayer de trouver une espèce de pont entre ces deux dimensions. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas... c'est-à-dire que... et ça pose d'ailleurs... Alors ça pose un autre problème qui est au cœur de mes préoccupations actuelles, c'est vivre l'astrologie ou vivre de l'astrologie.
C'est-à-dire, est-ce que dans les... Tout à l'heure, on parlait de l'ambiance dans laquelle les gens évoluent quand ils se retrouvent dans une classe d'astrologie, etc. Bon, alors, vous nous parliez d'une sorte de prise de conscience, en tout cas de plaisir à partager un savoir nouveau et à se l'appliquer aux uns et aux autres, etc. Mais ça pose le problème plus généralement, Madame Frézard, de l'art. Peut-on vivre selon l'astrologie? C'est-à-dire, pas seulement aller voir l'astrologue, mais est-ce que les astrologues vont dire « Oh, le pauvre Ptolémée, il ne connaissait pas Neptune » ou je sais pas quoi. Mais c'est pas que ça. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas que ça. C'est le manque d'information par rapport à l'objet, le manque d'expérimentation. Parce que l'astrologie est aussi oui, mais Madame empirique, Elisabeth, le problème reste posé de la quantité de données. La quantité. Et ça donc, qu'on ne sache pas ce que ça veut dire, c'est un autre problème, mais il y a la quantité. Et ça, la quantité, ça, c'est peu importe. Et donc, la question, c'est que tout à l'heure, je parlais de Marduk. Moi, je suis pour une astrologie mardoukienne, c'est-à-dire une astrologie qui se polarise sur un dieu central. Donc, il y a un moment, et ça, c'est très dialectique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a un dieu central qui, en quelque sorte, prend la place de tous les autres dieux, et d'autres moments où il perd ses moyens, de sorte, et à ce moment-là, tous les autres dieux reprennent de la place. C'est un peu comme dans la royauté. À un moment donné, la royauté était très forte, à d'autres moments, ce sont les différents ducs et grands qui prennent la place. Et cette dialectique, à mon avis, est importante, et moi, je l'ai mise au cœur de mon travail sur l'astrologie. C'est-à-dire, je dis, il y a un cycle central, il y a un signal central, alors lequel, ça, on peut encore en discuter. Et puis, quand ce signal central... Quand une conjonction se défait, par exemple, c'est ce que disait d'ailleurs André Barbeau, c'est-à-dire qu'effectivement, une sorte de dislocation de la conjonction, et à ce moment-là, il y a à nouveau cette multiplicité qui peut se faire. C'est possible. Voilà. Oui. Donc, et en plus, on est dans le manifesté. Donc à ce moment-là, donc il y a cette espèce de dualité, à la fois à certains moments. Et ça, on parlait de philosophie d'astrologie, il y a ça aussi. Il y a des moments où il y a une sorte de centralité avec une sorte de polarisation maximale, et d'autres moments, au contraire, il y a une espèce de dilution, de diversification, etc. Et donc l'astrologie n'est pas tout le temps dans la diversité. Et donc, il serait bon qu'elle ait à la fois une sorte de centralité, et qu'à d'autres moments, elle soit capable de gérer cette diversité. Et ce qui lui manque actuellement, c'est le pôle de centralité. Plutôt, oui. Parce que l'autre pôle, il est hyper connu, hyper développé, etc. Et moi, ce que j'ai voulu développer, c'est de mettre ce que j'appelais l'astrologie, la phase mardoukienne de l'astrologie. C'est-à-dire dire, mais alors, s'il y a un signal central, lequel? Et là encore, on retombe avec le débat sur M. Bezza. C'est vrai que ça n'est pas... Bon, c'est vrai que si on y recherche au niveau de l'histoire de l'astrologie, on trouve quand même des éléments, puisque, alors on ne les trouve peut-être pas en astrologie, mais on les trouve au niveau de l'histoire des religions. Oui. Puisque par définition, nous sommes une société judéo-chrétienne, donc on sait ce que c'est que le monothéisme. Et entre parenthèses, d'ailleurs, ce serait une façon de rejoindre, pour l'astrologie, d'être plus en phase avec le monothéisme, le christianisme, le judaïsme, ou l'islam. Voyez-vous, ce qui actuellement n'est pas tout à fait le cas. Est totalement monothéiste. Comment ? Est-ce que l'âme de l'homme est monothéiste? Alors, l'âme, bon, c'est vrai que c'est un mot qui est important dans votre langage, Elisabeth Frézard. Je ne pense pas que l'âme soit monothéiste, mais je pense que l'astrologie, l'âme est aussi liée à des collectifs, elle est en dialectique avec des collectifs. Donc il y a des destins collectifs, il y a des égrégores, etc. Il y a des races, enfin tout ce qu'on veut. Et donc par conséquent, il ne s'agit pas de nier l'individualité, mais cette individualité, elle est en dialectique avec une centralité. De même qu'il y a des empires, tout d'un coup, il y a des énormes empires supranationaux, l'Union européenne, etc. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des langues spécifiques dans un pays spécifique. Enfin, nous, en France, on connaît bien cette question-là. On est à la fois français, européen, etc. Bon, donc, ça fait partie des choses. Là, oui, on est à la fois individu et aussi on est pris on est astrologue, peu importe, on peut multiplier à l'infini. Donc, si vous voulez, on a l'impression que le pôle, il y a une sorte, dans la balance comme ça, il y a une sorte de pôle qui a
disparu. Alors la mardouquisation, ce serait de dire, alors, je vais aller assez loin, enfin je ne suis pas là, je regrette un petit peu de prendre un peu la parole, mais enfin, je ne sais pas, j'espère quand même. La mardouquisation, ça consisterait à dire qu'il y a un signal puissant qui aurait été établi à un moment donné, c'est-à-dire qu'au lieu, si vous voulez, un peu, moi je suis d'origine juive, si vous voulez, comme vous savez probablement, et donc si vous voulez, il y a un moment donné où il y a un... C'est comme si on avait décidé qu'un jour on allait élire la planète dont on allait se servir, voyez-vous. De dire, on prend toutes les planètes, on va en choisir. C'est pas le peuple élu, mais c'est la planète. On sait très bien que dans nos comportements, regardez par exemple toute l'affaire des primaires aux États-Unis, enfin on est passionné par les élections. Ségolène Royal, Sarkozy, Obama, Hillary Clinton. Donc c'est dans notre sang cette idée de devoir dégager celui qui va gagner, celui qui va donner. Donc c'est pas, donc ça existe dans notre imaginaire. Et donc, si vous voulez, on peut imaginer qu'un jour, un beau jour, il y a eu cette idée, voilà, on va se donner un signal, quelle est la planète qui va donner ce signal, quelle est l'étoile qui va structurer ou qui va baliser cette course de mer, enfin, il y a des choix à faire. Or, aujourd'hui, si vous voulez, on a l'impression qu'on n'est plus dans le choix. C'est-à-dire que l'astrologie ne veut plus choisir. L'astrologie, elle prend tout. Elle prend toutes les planètes qui existent, elle n'en prend pas, elle n'en laisse pas certaines de côté, elle s'intéresse à toute la diversité du monde, elle ne se polarise pas non plus, elle a perdu le génie de la polarisation. Alors, oui. Et donc, cette sorte de castration de la polarisation phallique, si on peut dire, on va dire, elle est trop loin, on va dire, il y a quelque chose de sorte de cet ordre-là qui est très menacé. Et entre parenthèses, je fais une petite incidente misogyne, je dirais que nous avons une féminisation extrême des réunions d'astrologie, et notamment quand on va à des congrès. Bon, alors c'est peut-être par rapport, mais quelque part, si vous voulez, comme moi je pense que les femmes sont des êtres qui ont un sens très aigu de la manifestation, très aigu des choses réelles, des choses qui se concrétisent, des choses spécifiques, je pense qu'elles sont aussi attirées par l'astrologie, par ça, et que les hommes, quelque part, ils sentent cette absence phallique, cette absence du centre, etc. Et que c'est ça. Donc, à mon avis. C'est une explication. Oui, non, mais je la livre, vous pouvez même la réutiliser si vous voulez. C'est une explication. Et ça, on peut s'interroger. Et il y a une sorte d'absence du masculin, quelque part, du principe masculin en astrologie, qui expliquerait à la fois pourquoi, quelque part, elle est mal vécue, il y a un malaise à son sujet. Les gens savent pas. Parce que le problème, c'est que les gens, parfois, ils ont un rejet, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est vrai. Donc, ils ne savent pas. Il y a quelque chose qui me gêne. Ils ne savent pas. Ils ont un sentiment de malaise, mais ils ne savent pas à quoi ça tient. Oui. Et là, on dit, voilà. C'est comme ça. Et donc, je pense que nos très anciens, très lointains prédécesseurs, qui étaient d'ailleurs avant tout des législateurs, parce qu'à mon avis, l'astrologie est née d'une volonté de légiférer, d'imposer la loi du cosmos aux hommes. Ça, c'est une théorie. Il y a d'autres qui disent que le cosmos, c'est influent, nous a lui-même imposé sa loi. Enfin, donc, et c'est ce qui est intéressant, c'est que dans les rapports, ce que je vous dis, c'est-à-dire que ça change totalement nos rapports avec les astronomes, voyez-vous. C'est-à-dire que c'est pas vous, les astronomes, au contraire, c'est une façon de dire, bon, vous nous avez apporté. Vous voyez, je disais toujours qu'il y a toujours des moments, alors ça c'est aussi un point qui m'est très cher, il y a toujours des moments où il faut remettre les gens à leur place. Je veux dire, bon, écoutez, vous les astronomes, vous êtes très gentils, vous nous avez fourni des tas d'informations, très bien, maintenant, bon, il y a eu un choix qui s'est fait. Bon. Et ça s'est pas fait de votre fait, donc bon, alors, voilà, donc vous êtes gentils, très bien, maintenant, on passe à autre chose. On passe au fait qu'on ne va pas prendre tout. Hein. C'est comme quelqu'un qui arriverait dans un restaurant tout d'heure. Voilà, écoutez, voilà, je vous sers toute la carte, voilà, du canard, du poisson. Écoutez, monsieur, je suis désolé, on va choisir ce dont on a besoin. On ne va pas choisir des choses dont on n'a pas besoin. Vous les avez ramassées très bien, vous les avez en stock très bien, mais ce n'est pas une obligation pour nous de tout prendre. Bon. Et ça, déjà, il faut déjà revoir ce débat là-dessus. Et moi, je crois qu'on a choisi Saturne comme étant le personnage principal du signal, parce que
il était une sorte d'octave supérieure de la Lune. Vous savez que c'est les mêmes chiffres que la Lune. Le 28, 28 ans, 28 jours, etc. Et on a donc le 7 aussi qui revient, etc. Donc, si vous voulez, là aussi, on a quand même des choses qui reviennent. On sait très bien l'importance du 7 dans la Bible, enfin, je veux dire que c'est très connu, et même en psychologie. Donc, si vous voulez, ce nombre 7, à mon avis, il est très important. Mais la différence de ce que font beaucoup d'astrologues qui disent on va compter le retour de Saturne à la naissance, etc. Parce que là, chacun a son retour de Saturne à un autre moment. Chacun. Le retour de Saturne, il sera lié au moment de votre naissance. Ah, si on le considère par rapport à la naissance, vous voulez dire? Non, mais je veux dire qu'actuellement, le nombre 7, on sait qu'il est important, mais on ne sait pas exactement comment. Parce que par exemple, il y a eu 2 ans un colloque de source Hermès, vous savez, sur les âges, bon, qui était très intéressant, mais c'était toujours... Chacun avait son âge. C'est-à-dire que vous avez 14 ans à telle date, une autre personne a 14 ans à une autre date. C'est pas un cycle 7 qui est vécu ensemble. On retourne à le même problème, voyez-vous. Alors que si par contre vous tenez compte d'une révolution sidérale, là, cette révolution sidérale, elle est au même moment pour tout le monde. Alors chacun la vit au moment où il la vit, mais c'est à ce moment-là. C'est ce qu'on appellerait des transits non pas par rapport au thème natal, mais des transits universels. Ce qu'on appelait à mon époque les aspects dans le ciel. Bon. Et ce sont des transits sidéraux. Ce sont des transits sidéraux, c'est-à-dire qu'ils transitent non pas le thème natal, mais des étoiles fixes. Des points fixes, on appelle les quatre grandes fixes que sont les étoiles royales, Aldébaran, Antares, Régulus et Fomalhaut. Et donc là, on va changer encore la cassette. Et oui, ça fait 2 heures déjà. Non, mais c'est pas une plaisanterie. Est-ce que vous croyez que les gens vont écouter? Vous allez écouter, mais c'est pas. Mais je vous assure que c'est. Pourquoi vous trouvez que nous disions des âneries? Non, j'ai pas dit ça, mais c'est. Il y a une question de